bien. C'est bon? Ouais. Merci. Non, non, d'accord, c'est pas. Bon, merci à tous d'être là. À l'occasion du salon galeriste, l'opportunité m'a été offerte de montrer ce qu'était qu'un galeriste. Un galeriste, c'est pas simplement quelqu'un qui peut se présenter des œuvres, des peintures, des sculptures ou des dessins dans sa galerie. C'est aussi quelqu'un qui a un engagement, un point de vue sur le monde, des pôles d'intérêt. Bon, il se trouve que je m'intéresse un peu à la littérature, de loin à la philosophie, et j'ai, à travers l'histoire de la galerie, eu, je dirais, quelques affinités électives avec des écrivains, puisque j'avais fait la première exposition d'Édouard Levé il y a pas longtemps, et que je travaille depuis 2 ans avec Stéphane Zagdanski. Stéphane a eu la bonne idée de me présenter M. Gérard Guest, qui est ici, et qui nous a fait l'honneur de participer à ce débat, un peu informel, dans ce cadre magnifique et original à la fois. Et le thème de la discussion que l'on pourrait, disons, initier aujourd'hui, n'était pas clairement défini, mais j'avais parlé avec Stéphane de cette idée du fait que vous connaissez assez bien le monde littéraire, puisque vous avez participé, vous avez été dans le monde de l'écriture, via les éditeurs, donc vous avez à ce titre une grande expérience. Gérard, vous avez aussi une expérience similaire. Vous avez en plus une expérience académique, puisque vous avez été professeur, notamment à Louis le Grand. Gérard a écrit un livre, l'idée du livre chez et la question du livre, voilà, que j'ai commencé récemment, au PUF, Universitaire de France. Vous êtes aussi un grand connaisseur de Martin Heidegger. C'est partie des raisons pour lesquelles vous êtes rencontré avec Stéphane et des raisons aussi pour lesquelles nous avons déjà commencé quelques conversations. Donc ici, on pourrait imaginer de réfléchir ou de faire réfléchir Stéphane et Gérard sur les lieux communs, les points de passage. Je m'appelle Dupont, donc le pont qui veut permettre de passer du monde de la lettre au monde de l'art, des arts visuels, et la manière de faire ces choses-là, parce que être galeriste, c'est aussi une manière d'être au monde toute particulière. Il y a 1000 manières de la faire, et je crois que si je travaille avec Stéphane, si je travaille avec les artistes ici réunis, je vois Marie Minato, Damien Cabane, Thierry Costusec, c'est que peut-être une certaine, je dirais, une personnalité, une certaine singularité dans ce monde, et ce sera peut-être aussi ce autour de quoi on pourrait essayer de tourner à travers le modeste débat que nous commençons ici. Donc peut-être à qui dois-je donner la parole pour... Vous avez apporté quelques munitions, mon ami, donc je suis sûr que... Je voyage toujours sans armes, donc sans munitions. La plus grande des armes est la parole. Je pense que Stéphane est le mieux placé pour placer le propos d'entrée, dans la mesure où justement il vient, grâce à votre hospitalité, de réussir à inventer, non pas peut-être un pont, mais une passerelle entre l'expérience de l'écriture. Stéphane Zagdanski est un expert en la matière, il a plusieurs livres magnifiques derrière lui, et il a opéré, à ses risques et périls, ce saut qui consiste à être porté par l'écriture dans les arts plastiques et dans l'art contemporain. Donc je pense que c'est vraiment à Stéphane que revient de prendre la parole pour guider notre échange de vues. On va rendre hommage à Eric quand même, du coup, chacun parle de l'autre. Parce que c'est très simple, il y a une dame tout à l'heure que je connaissais absolument pas, un monsieur et une dame que vous connaissez, qui sont peut-être des collectionneurs ou des gens qui présentent des galeries, et qui ont dit quelque chose de très vrai, et c'est là-dessus qu'a reposé fondamentalement notre complicité quasiment dès qu'on s'est rencontrés le premier jour. Elle a dit, vous êtes parmi les galeristes, même c'est rare quelqu'un qui s'intéresse autant à l'écriture. J'ai grandi avec des livres, j'ai cette chance. Voilà, mais c'est un peu la réputation que vous avez dans le milieu de l'art et des galeries. Elle vous a dit ça et vous m'avez dit que plusieurs personnes vous ont dit que c'est pas un hasard si Stéphane Zagdanski se retrouve dans sa galerie. Voilà. Et c'est vrai que ça a été immédiatement une connivence naturelle quand on a dit mon nom, mais c'est
fait pour vous, c'est que vous avez des amis écrivains. Il est vrai que je ne connaissais pas vos livres, je connaissais votre nom mais pas lu, je ne les avais pas lus, je les ai tous aujourd'hui, je viens de lire. Et c'est grâce à notre ami Paul Loisan, qui est lui-même artiste et réalisateur, que nous nous sommes rencontrés. C'est pour dire qu'il n'y a pas tellement, je pense, Damien et Marie et Thierry pourraient dire leur propre expérience, il n'y a pas de hasard dans la manière dont un artiste et un galeriste se rencontrent. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai. Vous n'êtes pas le premier galeriste que j'ai rencontré, même depuis que je fais de la vidéo, mais immédiatement, nous, on s'est entendus comme on s'entend, comme doivent s'entendre des complices. On a trouvé rapidement des lieux communs sur lesquels on pouvait construire quelque chose. Et c'est important parce que dans l'histoire de l'art, ça a toujours été comme ça. Les galeristes et les artistes qui faisaient des choses en commun étaient des gens qui s'entendaient profondément bien. Moi, je crois qu'une galerie, c'est aussi une entreprise qui lit des livres, qui laisse une trace aussi, c'est très important. C'est ce que nous avons commencé à faire. Je l'ai fait avec Gérard, mais je l'ai fait aussi avec d'autres artistes. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, écoutez, oui, je ne sais pas de quoi on pourrait embrayer sur le... Alors Gérard, notre amitié, elle est célébrissime maintenant, elle est sur YouTube partout, donc je ne peux pas encore revenir dessus. Mais je ne voulais pas parler un petit peu de choses de l'art, de l'art. Ah si, moi je dois partir aussi de l'expérience que je fais grâce à l'hospitalité d'Éric Dupont, qui m'a initié par votre médiation à la vie d'un galeriste. Et toute l'équipe de la galerie autour de lui, l'espace d'une galerie comme espace de rencontre de la plastique, de l'image, mais aussi de la lettre, de l'écriture, des livres, du livre d'artiste. Par conséquent, ça remplit d'une certaine façon le vœu que j'ai toujours fait à l'égard du monde des galeristes que je ne connais pas bien. Et peut-être n'en êtes-vous pas représentatif, mais je l'espère. Si, non, je pense que si. En tout cas ici, sans doute. Je pense que le galeriste est un homme exposé. Il est peut-être apparemment moins que l'artiste lui-même, qui risque sa vie dans son œuvre, et notamment dans l'art contemporain. Je suis très sensible au danger que court l'artiste et l'œuvre de l'art contemporain. Pourquoi ? Parce que là, je porte avec moi mon monde philosophique, c'est ma fonction de philosophe. Je pense que le diagnostic concernant le monde contemporain est un diagnostic qui, pour ma part, doit être urgent et alarmant. Je ne veux pas parler de lanceur d'alerte, mais à l'échelle globale, je pense que le monde est un monde qui risque de courir à la catastrophe de bien des manières, et non pas forcément des manières dont tout le monde parle. Il y a des manières plus intimes pour le monde de courir. Par exemple, la corruption par l'argent. Et je pense que le galeriste est celui qui va accueillir dans un lieu spécifique, singulier, dans un lieu signé, il accueille des artistes en danger, parce que l'artiste contemporain tel que je le perçois, en tout cas le genre d'artiste qui m'intéresse en tant que personne, c'est l'artiste qui ne représente pas le monde, ne représente plus le monde. En ce sens, il ne fait pas d'image, mais il construit quelque chose qui va faire apparaître le monde dans son aspect dangereux, critique, problématique. Mais j'ai commencé par dangereux. Je crois qu'effectivement, un artiste souligne d'un trait quelque chose qui fait apparaître le monde, crée une œuvre qui est en danger dans la mesure où on risque de ne pas la comprendre. Si on cherche des images, on ne la rencontrera probablement pas. Et il faut, dans la présence des œuvres, se laisser saisir par la manière dont l'artiste contemporain, d'un trait qui n'a l'air quelquefois de rien, il y a tout un minimalisme dans l'art contemporain, mais qui vient souligner des nervures, des bords du monde contemporain, et des bords souvent extrêmement acérés. Et le galeriste, pour moi, c'est celui qui est assez
au fait du danger couru par le monde, parce qu'il le vit lui-même dans son propre cœur, et qui accueille des artistes qui courent le même risque. Voilà l'idée peut-être idéale que je me fais de la fonction du galeriste en pensant à Éric Dumont. Voilà ce que je voudrais dire d'abord. Je vous remercie, Gérard. Je me reconnais d'une certaine façon dans ce que vous venez de décrire. Je me reconnais tout à fait, puisque ce qui a présidé à mon choix de devenir galeriste, c'est que j'étais amateur d'art. Comme le dit souvent, ou se plaît à le dire quelqu'un présent ici, j'avais un petit talent et un don sans technique, je n'avais rien qu'une seule manie quand je me suis mis à travailler. Mais j'ai eu la chance incroyable de rencontrer des gens très tôt qui avaient d'énormes qualités et avec lesquels j'ai grandi. Voilà, ça c'est une chose singulière dans la galerie Éric Dumont, c'est qu'il y a une dizaine de gens qui sont là depuis 15 ans, 30 ans quasiment. On a grandi ensemble, ça n'est pas toujours facile, mais je les ai, comme vous l'évoquez si bien, je les ai abrités d'une certaine manière, parce que j'étais très sensible au décalage extraordinaire qui existait entre les qualités qui étaient les leurs et la manière qu'ils avaient de les présenter, de les exploiter, ce qu'ils pouvaient en retirer d'une manière pas triviale, mais il y avait un grand décalage. J'ose même le mot, il y avait une certaine misère dans leur vie, il y avait une très grande richesse intérieure. Et donc, il faut essayer de corriger cela. Et on grandit ensemble et il ne faut pas abandonner cette idée-là, parce que précisément si on voulait grimper dans la hiérarchie des galeries dont on parle, ou dont on parle beaucoup, ce serait au détriment de tout ce qui fait ce que nous sommes. Et non, donc nécessairement, c'est cette place-là qu'il faut arriver à cultiver, à développer, à déployer, sur laquelle il faut qu'on grandisse ensemble. C'est notre seule chance de survie pour essayer d'habiter la catastrophe en dépit de l'horizon. Ça me soulage un peu que vous soyez tous les deux en train de parler de la catastrophe, parce que du coup, je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas plomber l'ambiance. On pourrait rebondir sur le rapport à la nature. On parle plutôt d'autres choses, il y a plein de choses dont on parle. Oui, on pourrait évoquer la mort des aurores, l'air, le réchauffement climatique. On va essayer d'éviter tout ça parce qu'on va essayer de parler de la manière de corriger, non pas de corriger, mais de contrebalancer, même modestement, de participer, non pas au sauvetage, mais peut-être à un rééquilibrage des choses. Et je pense que ce rééquilibrage est possible. Il suffit de s'y mettre à plusieurs. C'est une volonté. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais sans parler de catastrophe, le grand péril, à mon avis, dans la question de l'art, c'est presque le péril au cœur de l'art, c'est l'usure des images dans nos sociétés. L'usure des images, le fait qu'il y a trop d'images, il y a un déluge d'images qui formatent notre représentation, qui définissent l'attente d'un public à l'égard des œuvres, que ce soit d'ailleurs en littérature ou dans les arts plastiques, probablement aussi en philosophie, c'est aussi une sorte de marché. Et je crois que justement le galeriste est quelqu'un qui m'émerveille un peu parce qu'il est au cœur d'un monde d'argent. Il s'agit pour les artistes de vivre de leur travail, pour les écrivains de vivre de leur travail, et en même temps, le contact avec l'argent, c'est le contact avec ce qui est actuellement le principe unique qui régit le monde, l'appât du gain. L'appât du gain, absolument. Et l'argent, comme le dit Zemmour, est le plus petit dénominateur commun, ça c'est Aristote qui le dit. Mais l'argent est tout de même le système qui permet de montrer les inégalités des personnes et des sociétés dans le monde des uns à l'égard des autres. Et être au cœur de la question de l'argent, de l'art, c'est aussi une responsabilité très grave et qui m'inquiète un peu. C'est se démener avec un paradoxe. L'art et l'argent ont-ils quelque chose à voir? Et précisément, c'est des paradoxes que peuvent naître la pensée. En tout cas,
peuvent nous apprendre à réfléchir. Ce paradoxe peut nous apprendre à réfléchir. Voilà. Et c'est à partir de là que je sais pas comment. C'est une question d'alchimie en fin de compte. C'est comment arriver à transformer quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible en visible, du plomb en or, c'est une métaphore, et rendre les choses visibles, faire apparaître les choses, les œuvres au cœur de la création d'un monde dont vous l'avez parfaitement évoqué, qui fait un bruit, un vacarme inouï. Et je rends grâce aux organisateurs de ce salon de pouvoir nous permettre de montrer les choses autrement, avec, je dirais, une idée peut-être pérenne, en tout cas une idée que je trouve assez belle, même si elle demande à tout un chacun de faire un effort pour y participer. Mais on peut rééquilibrer les choses, je reviens encore à cette idée. Voilà, l'idée qui me prévaut dans ma pratique artistique, qui est finalement la même que celle qui me guidait, une de celles qui me guidait dans ce que j'écrivais ces livres, c'est la question de la grande attaque de la technique contre la beauté. C'est comme ça, c'est par ce biais-là que je prendrais. Je veux dire par là que j'ai été très très tôt, 20 et quelques années, très marqué par les textes, par le premier grand texte de Baudelaire, découvrant les daguerréotypes, donc les premières machines à fabriquer de la représentation reproductible. C'est donc ça. Parce que, et qui s'appelle Le public moderne et la photographie, qui est un texte célébrissime, qui est génialissime, et où il comprend, j'avais préparé des citations de Delacroix qui dit à peu près les mêmes choses, le rapport qu'ont les grands peintres avec l'écriture d'une part et avec la photographie, c'est un grand enseignement pour moi qui vient de très loin. C'est des choses qui me passionnent depuis 20, 30 ans, bien avant que j'imagine qu'un jour moi-même je me mettrai à manipuler des couleurs. Mais à dialoguer avec l'invisibilité sous la forme de couleurs, on peut le dire comme ça. Et donc mon idée pour la résumer de manière très simple, c'est que le ravage dont vient de parler Gérard et dont on parle aussi Eric, et qu'on vit tous, on est au cœur même du ravage aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de la nature, disons les choses comme elles sont, c'est pour moi une attaque avec une forme de volonté, appelons-la la volonté de la puissance, et la volonté de puissance, d'en finir avec la beauté. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué pour moi, les gens c'est une idée quasiment, c'est une idée qui frôle avec la paranoïa, mais au sens d'Artaud, c'est qu'on veut en finir. Quand Artaud parle de vouloir en finir avec la génialité d'un Van Gogh, avec la génialité d'un Artaud évidemment, ou de tous les grands génies, c'est la manière dont parle Artaud. Donc il évoque ces choses-là, c'est-à-dire qu'il y a des envoûtements, il y a une conjonction de mauvais esprits qui veulent en finir avec ce qui est beau. Voilà. En finir avec ce qui est beau, c'est ce que les grands artistes au XIXe siècle ont souvent ressenti, ceux qui n'étaient pas admis dans les salons bourgeois, c'est qu'ils avaient un certain rapport à la nature et à la beauté. Ils le disent tous, tous les grands peintres le disent à leur manière, dans leur correspondance ou dans les journaux de Delacroix. D'une certaine manière, il y a une volonté d'en finir avec la manière dont eux sont en correspondance avec la beauté. Et la beauté, c'est la nature. C'est pas formel, c'est pas je décide ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. La beauté, d'emblée, depuis toujours, pour les artistes et pour tout le monde, c'est d'abord la nature. C'est la beauté de la nature. Or, si la nature aujourd'hui est si en danger, au point que des millions d'espèces animales, moi ça me traumatise, sont en train de disparaître, c'est parce qu'on est à la fin d'un processus qui a commencé en amont, et qui est un processus quasiment de rapt, de viol, on parle beaucoup de viol et de violence faite à la nature et à la beauté, et les violences faites par des gens qui sont sans courtoisie, sans éducation, qui courtoisie, parce que je suis en train de lire Chrétien de Troyes, il parle beaucoup de l'amour courtois, et ça dit beaucoup de choses sur le rapport entre hommes et femmes, et sur ce rapport entre la beauté la plus pure, la plus belle, d'une femme ou d'un homme, c'est pareil, c'est pas parce que les femmes, et la manière dont la noblesse veut qu'on s'adresse à cette beauté. C'est exactement la même chose. Ce dont parle Chrétien de Troyes, la manière dont Perceval traite Blanchefleur dans Perceval le Gallois, et ce qu'est l'amour courtois, c'est une manière artistique de considérer la beauté. La manière dont Damien peint, par exemple, les animaux, parce qu'il a fait récemment, ces dernières années, des représentations animales, c'est une manière qui est classique. Ça pourrait être Lascaux. Lascaux est comme Proust dit que tous les écrivains n'en sont qu'un, Damien Cabane et les hommes de Lascaux, c'est le même maître d'une certaine manière. C'est un certain rapport, pas seulement de complicité, de résonance et de dialogue avec la beauté. Et donc l'art est mis en danger, c'était juste pour faire une annexe par rapport à ce que venait de dire
enfin Gérard Éric, selon moi, c'est mon interprétation. Et ça va amener à ce que moi je suis en train de faire en ce moment. L'art est mis en danger, selon moi, aujourd'hui, par l'argent, mais c'est pas nouveau. C'est que l'argent, maintenant, est devenu la centrale nucléaire putréfiée de mise à sac de toute beauté. Il y a un rapport de laideur corollaire, selon moi, et corrélatif. Et quand je dis laideur, c'est-à-dire c'est l'attaque. C'est quelque chose de très violent, de très agressif, de mortifère, c'est au cœur même du nihilisme, entre l'argent, mais pas l'argent au sens du billet, et la beauté, avec un B majuscule. J'ai écrit tout un roman là-dessus, c'était le dernier roman commercial que j'ai publié, qui s'appelle Chaos brûlant, qui est un roman sur l'argent, sur la folie de l'argent, et sur la manière dont l'argent est en train de détruire. Pas l'argent au sens où tout le monde veut l'argent. Il y a aussi ça, la cupidité humaine, elle aussi, mais ça, elle a toujours existé. Mais l'argent sous le mode de la finance, c'est-à-dire lié à la technique, à des machines qui calculent plus vite que les hommes et qui font qui maintenant sont en train de s'occuper de 80% des transactions financières et donc déstabilisent des économies entières, avec la dette et tout ça, ce qu'on appelle le high-speed trading et tout ça, c'est en train de régner, de dominer sur la planète. Ça, c'est une première chose. Et donc, on se sent tous en danger. Tous les êtres qui ont en eux le sens de la beauté, et avoir le sens de la beauté, c'est très simple, c'est être un homme dans la nature et se sentir en conformité avec la nature. On ne peut pas ne pas avoir le sens de la beauté si on n'a pas détruit ça en vous. Le sens de la beauté, c'est quasiment le 6e sens de n'importe quel être humain. Ça va avec le sens de la parole, selon moi, c'est mes interprétations. Ça va avec le sens de la pensée, et c'est une évidence, une sorte d'évidence qui est en train de s'effondrer. Depuis déjà des décennies, peut-être même depuis plusieurs siècles. Si les Indiens d'Amérique ont été génocidés, pour prendre un autre exemple, c'est précisément parce c'est probablement parce qu'ils avaient un sens intime de leur proximité avec la nature et de leur propre beauté à eux, de la propre beauté de leur spiritualité, de leur civilisation. Et c'est des civilisations et des spiritualités, parce que les Indiens d'Amérique, on les appelle les natifs, on les appelle eux-mêmes les natifs. Je trouve que c'est très beau. Ils sont un peu comme les Noirs américains, ils cherchent un moyen d'échapper à la langue de l'ennemi. Alors, pour en venir à ce que je fais moi, ce sont des choses qui ce sont des thèmes, des thématiques qui me bouleversent depuis toujours. Probablement, comme j'ai dit récemment dans l'entretien que j'ai fait avec Flavien Ribéry, parce que c'est pas un hasard, enfin, je suis l'enfant de gens qui ont été persécutés. Je suis la seconde génération ou la troisième génération de gens qu'on a voulu détruire. C'est pas n'importe quoi comme expérience, on veut les détruire. On leur court après, on veut les détruire pendant plusieurs années, il y a toute l'armée, la police, tout le monde, vous avez le monde entier qui veut vous détruire. C'est une expérience que les paranoïaques connaissent bien, mais quand c'est dans le réel, quand c'est pas de la paranoïa, mais que c'est la réalité de la persécution, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Donc voilà, ne serait-ce que par les récits familiaux, je sais ce que c'est que d'être au cœur d'une volonté de destruction de votre être, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, sans que vous ayez rien fait, parce que vous êtes né. Et j'ai eu assez vite aussi le sentiment que, mais je pense que Gérard va dire la même chose sur la pensée, la vraie pensée, il a vécu ça aussi, au cœur de l'université, qu'on voulait aussi détruire l'écriture, on voulait aussi détruire la pensée, parce que la pensée et l'écriture, et la littérature, comme l'art, mais sur un mode, on ne le sait plus parce que ça ne se dit plus, ça ne se voit plus, est liée à la beauté. Et donc la même attaque qui ravage la nature, par d'autres biais, elle attaque aussi la littérature, elle attaque aussi la pensée, la philosophie, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi dans ce monde? Je ne suis pas à la fin de ma vie, heureusement, et j'ai encore beaucoup de choses à créer. Moi, j'ai un rapport de... ça semble un peu, mégalomaniaque, mais je me suis toujours senti aussi très proche de Picasso. C'est-à-dire, je sens en moi des choses qui jaillissent et que j'ai envie d'exprimer. J'ai toujours senti ça, une forme d'énergie, de jovialité, comme ça, créatrice. Et ces choses-là, je sens que maintenant, elles sont toujours en train de vouloir être, mais je ne peux plus les manifester de la même manière, à cause de tout ce dont on vient de dire, à cause de ces affaires. Et donc j'ai décidé de les rendre invisibles, c'est-à-dire de les faire échapper au monde, de les faire échapper à cette mâchoire carnassière du monde contre toute beauté. Et donc du coup, ce sont mes textes, c'est ce que je pense, mes pensées, mon être, ce que j'ai de plus intime, ce que je ressens, mes émotions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une pensée que j'ai eue, ça peut être un être que j'ai connu, un ami ou une femme ou un enfant. Et je dis des choses j'écris des phrases sur cette relation-là, ou sur cet être-là, où je décris cet être-là. Et ce que je décris, moi je l'ai toujours pensé comme ça, c'est comme quand Damien fait un tableau. Ça sort de mes mains, ça sort de mon corps, ça naît dans ma pensée,
ça naît d'abord dans la vie que j'ai en tant qu'être de chair et d'os avec les autres, avec le monde, et ensuite ça passe par ma pensée, ça passe aussi par mes yeux d'une certaine manière, et puis ça reflue dans mes mains, et j'écris. Donc pour moi, l'écriture à la main a toujours été essentielle. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le peintre et l'écrivain. Eh bien, j'ai décidé depuis quelques années maintenant, grâce à Eric qui m'a accueilli dans sa galerie, de reprendre tout ce que je montrais à l'air libre, d'une certaine manière, et de le déployer autrement. Et voilà, et ça a donné mes fameux, ce que j'appelle maintenant mes mandalas de mots, mes talismans de mots, c'est-à-dire des textes de moi que je manifeste sous forme d'images, entre guillemets, de tableaux, et on ne peut plus les lire. On peut plus voir les mots. On les contemple. On les contemple, on les regarde, on les aime ou on ne les aime pas, mais on ne peut pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dérobé à la lecture, et c'est volontaire. Mais c'est là. Ils sont là, ils sont tout là. Tous les mots sont là, de ce que j'ai voulu exprimer sur cette page-là. Tous les mots sont là, le texte est là, le sens du texte est là. Parce qu'il y a des gens qui jouent beaucoup, il y a beaucoup dans l'art contemporain de gens qui jouent avec les mots, mais qui c'est pas nécessairement des textes construits. Pour moi, ma pensée, là, quand je dis pour moi un texte, c'est ma pensée. C'est ce que je pense. Donc les textes sont là, mais on peut les voir, on ne peut plus les lire. On pourra les lire ailleurs, à côté, en annexe, mais on ne peut plus les lire. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait c'était pour faire juste montrer la logique et la cohérence qu'il y avait entre ce que nous a dit Gérard et ce qui m'a amené à devenir artiste. Je voudrais juste citer, en conclusion citer une phrase que j'ai dite qui résume tout ça, que j'ai lu récemment dans L'Idiot de Dostoïevski. C'est au moment dans L'Idiot où il contemple, il y a deux moments, il y en a un où il y a le prince Mishkin au début, il contemple un tableau qui est chez Rogojine, celui qui à la fin va assassiner Nastasia Filipovna, donc l'héroïne, la très belle femme. C'est aussi un roman sur la beauté, sur un certain rapport à la beauté. Et il y a un autre moment dans le roman où il y a une longue analyse. Le tableau, il n'est pas décrit, enfin on ne dit pas de qui il est dans le roman, mais on l'a reconnu, les spécialistes l'ont reconnu comme étant un Christ mort de Hans Holbein le jeune. Et il y a une phrase qui conclut une longue analyse d'Hippolyte, qui est le jeune nihiliste physique et qui veut se suicider, qui rate son suicide. C'est pas lui l'idiot, mais c'est un ami de l'idiot du prince Mishkin. Et il va dire cette phrase extraordinaire à la fin de sa longue analyse du tableau de Hans Holbein le jeune qu'il voit chez Rogojine. Il va dire comment est-il possible de percevoir dans une image, et lui il parle du corps du Christ mort, dans lequel il vient d'expliquer que toute l'idée même de la résurrection du Christ s'en est absentée. Et que c'est quasiment un tableau qui est fait pour faire perdre la foi. Tellement le corps du Christ est tuméfié, alors il n'est pas idéalisé du tout, comme dans la plupart des tableaux où on voit le Christ la descente de croix. Et il dit c'est quasiment un tableau qui fait perdre la foi. Voilà, exactement. Il est en deux positions. Il dit la décomposition, elle est encore vivante, et encore là. Et il conclut par cette phrase comment est-il possible de percevoir dans une image ce qui n'a pas d'image? Alors qu'il parle d'une représentation figurative d'un Christ. Et ça m'a. C'est la phrase que je pourrais mettre en exergue, il y en a plein d'autres, j'ai mis ça de Picasso, de rapport entre. C'est ce que j'essaye de faire, c'est de montrer dans une image, parce que c'est une image, c'est un tableau, c'est des dessins, c'est des peintures, il y en a certains qui sont des formats, ce qui n'a pas d'image. Et l'écriture n'a pas d'image, comme d'une certaine manière la nature. Au fond, lorsqu'on a inventé la reproduction de l'image, des techniques photographiques, des vidéos de ça, et aujourd'hui c'est envahissant, d'une certaine manière, on a voulu rendre visible ce qui n'était pas visible. Alors que les peintres, y compris un peintre figuratif comme Damien, je parle de Damien parce que c'est le peintre figuratif de la galerie. Pour moi, il faudrait que Damien s'exprime et dise ce qu'il en pense, pour moi, il travaille aussi avec l'invisible. Ils ne reproduisent pas, d'ailleurs j'ai des citations de Delacroix, de Van Gogh qui disent ça, ils ne reproduisent pas simplement ce qu'ils voient. Ils donnent une forme à des sensations. En tout cas, je sais pas, par exemple, de Delacroix, il ne le dit même pas comme ça, il dit, ou Van Gogh, il ne dit même pas comme ça, il dit c'est ma palette qui impose à la nature ce que je veux peindre. Donc il entre en résonance avec la nature, mais pas pour montrer. On n'a pas besoin d'un peintre pour savoir ce que c'est qu'un chien. Regardez le chien de Damien, là. C'est un quoi comme chien? Voilà, s'il s'agissait comme une photo de montrer un chien qui n'est pas là et de le représenter, il n'a pas besoin de Damien. C'est pas le chien qui représente. C'est la pensée de Damien qui lui est venue. Moi, je le dis comme ça, mais je ne devrais pas parler à sa place. Je pourrais le dire de Delacroix ou de Van Gogh, de tous les peintres, c'est des choses que je concevais bien avant de me mettre moi-même à peindre. Ce n'est pas l'image d'un chien, mais c'est une belle idée d'un chien. C'est la pensée de celui qui a peint ce chien, en l'occurrence Damien Cabane. On a la pensée de Damien quand on contemple une pensée sans mots. Voilà. Et moi, maintenant, j'exprime ma pensée sans les mots, ils sont là, mais on ne peut plus les lire. On peut plus les entendre.
disparaissent. C'est ma manière, moi, de rejoindre la peinture. Il se dissimule, voilà, il se scelle. Est-ce que ça a à voir, Gérard, je parle sur votre contrôle, avec le retrait, ce que fait Stéphane au cœur de la création, de l'apparition, donc c'est au moment du dévoilement, le retrait. Est-ce que ça a à voir avec ceci? Assurément, visiblement, lorsque l'écriture des textes de Stéphane se transforme en mandala ou en talisman de mots, on a la preuve éclatante que quelque chose apparaît et que quelque chose se retire. L'écriture illisible, ça signifie bien que quelque chose est en retrait. Et c'est donc, en un certain sens, l'essentiel qui est en retrait. La position du philosophe ici est la plus malencontreuse et la plus malmenée. Pourquoi? Parce que le travail philosophique est aussi un travail qui se préoccupe de l'apparition du beau, de la beauté en danger, mais c'est un travail qui est beaucoup plus difficile à produire et à mettre en spectacle. C'est un travail plus secret et je dois dire que vous disiez que la pensée est en danger, comme le beau est en danger, comme l'humain est en danger, et c'est quelque chose que je ressens viscéralement, et je dirais que je ressens même en tant que philosophe, parce que nous vivons à une époque où non seulement le beau est remis en question, mais la pensée elle-même est remise en question, battue en brèche, y compris par la philosophie. Il y a toute une part de la philosophie contemporaine qui, d'une certaine façon, travaille à l'effacement du beau, à l'effacement de l'humain. Tout doit apparaître, tout doit être mis sur la table, tout doit pouvoir être logistiquement présenté. Cette perte de l'intuition, cette perte du sens du retrait, du sens de ce qui reste discret, de ce qui reste pudique, de ce qui est en retrait, au cœur de l'apparition, c'est quelque chose qui est très grièvement en danger au cœur de l'époque. Lorsque Heidegger parle de l'époque qui est la nôtre, l'époque avec un grand E, il en parle au sens grec du terme, au sens de la mise en suspens. Le beau ne nous apparaît pas, le vrai ne nous apparaît pas. Il y a le semblant du vrai, le semblant du beau, l'effet, le scoop, l'efficace sur la mentalité et les représentations. Il y a le règne de la représentation. Et la vérité, elle ne se représente pas, elle se cueille au cœur du réel. Et je crois que l'art contemporain, tout à l'heure lorsque j'en ai parlé, je n'ai pas insisté sur la beauté, à dessein, car je crois qu'il y a dans le trait de l'art contemporain quelque chose d'autre qui se cherche que simplement le beau. Je pense que dans l'art moderne et dans l'art contemporain, là je parle en présence d'artistes, c'est indécent, mais je crois qu'il y a, par exemple dans les traits du chien, qui est ici présent, il y a à peine l'ébauche qui doit susciter le monde. Et ce monde qui n'apparaît pas la plupart du temps. Parce que nous voyons des chiens, il y a des chiens partout. Mais les voyons-nous? Et voyons-nous le monde derrière la chien? Le monde derrière les chiens, il disparaît. Il faut le saisir dans sa disparition. Il faut le saisir dans son retrait. Lorsque Marie Minato intervient dans un lieu par quelques traits, est-ce que c'est beau? Je connais des gens qui pourraient dire non, ça n'est pas beau, c'est bizarre, c'est étrange, on ne voit pas ça souvent. Et en même temps, je crois que pour moi, ce trait dans le monde, il n'est pas là pour lui-même, il n'est pas là comme objet, il est là pour faire apparaître derrière le monde un paysage, un lieu, l'univers lui-même. D'une certaine façon, la pensée contemporaine défend cette même cause. La pensée contemporaine, pour moi, c'est la pensée de gens comme Wittgenstein ou de gens comme Heidegger. J'ai prononcé le mot qui fâche. Pour moi, ce sont des gens qui se sont souciés justement de saisir
ceux qui se retirent quand on met tout sur la table, quand on prétend que tout doit être mis à plat, tout doit être mis à notre disposition, tout doit être disponible sur clavier, sur écran, sur Internet, sur commande. Je crois que ce que nous perdons dans ce monde où tout doit être présent, étalé, inégalement disponible, parce que des tas de gens en sont privés. Tout cela, je crois que s'en sont souciés de véritables penseurs. J'en ai cité deux, il y en aurait bien d'autres. Donc je suis ici un peu mal à l'aise parce que je ne peux pas m'abriter derrière le fait d'une œuvre produite. Tout mon travail d'enseignement dans la pensée, les écrits que j'ai publiés, qui sont une partie infime de mon travail philosophique, c'est le fait que l'essentiel ne peut pas être facilement dit dans notre époque. Il y a une sorte de conjuration contre les penseurs soucieux de ne pas laisser se perdre ce qui est en pure perte, ce qui est peut-être déjà perdu et qu'il nous faut sauver. Voilà ce que je voudrais essayer de dire et qui fait cause commune, je pense, avec le travail de l'artiste, le travail du galeriste et le travail ô combien de l'écrivain et de l'artiste que vous êtes dans un seul et même homme. Votre travail de pensée, c'est aussi de la pensée. Vous avez un travail de pensée qui est lui aussi, qui pense son propre retrait. Pas un hasard, c'est de rester en retrait, c'est volontaire. Donc ça, c'est aussi une des complicités essentielles de ça. C'est-à-dire que la méditation, un des axes essentiels de la pensée de Heidegger, on le sait, c'est cette idée du retrait. Je veux dire rapidement, il ne faut pas... Du retrait et de la pudeur. Le respect du retrait, c'est la pudeur. Oui. Et peut-être vous pourriez parler du travail de Vincent Kiefer, vous avez écrit des livres. Oui, pour moi, mais justement, les artistes qui m'intéressent particulièrement sont par exemple Anselm Kiefer ou Bacon, Francis Bacon. Est-ce que le travail de Kiefer ou de Bacon, c'est le beau? Apparemment, ça peut même être l'horrible. Quand on pense au triptyque de Bacon ou à certaines œuvres atroces d'Anselm Kiefer. Il y a de tout. Il y a par exemple toutes les œuvres qui caricaturent le nazisme, qui sont des temples grecs nazifiés, un aspect de l'œuvre d'Anselm Kiefer, qui d'ailleurs lui a valu une sorte de levée de bouclier universelle. Et par ailleurs, il y a dans Anselm Kiefer des arches de Noé de l'art. Par exemple, Die große Fracht, un de ces tableaux qui représente un navire chargé de livres de plomb. Et de livres de plomb, alors Die große Fracht, ça veut dire la grande cargaison, le grand fret, le livre. Et c'est le livre de la brisure des vases, de la Kabbale. Donc ce livre, au cœur de l'œuvre de Kiefer, il y a ce genre de choses. Au cœur de l'œuvre de Bacon, il y a par exemple le fameux triptyque qui a fait scandale avec les trois dragons sur des piédestals en forme de crucifixion. Donc est-ce que l'art de ce genre est beau et recherche le beau? On pourrait dire non. Mais le beau est en retrait. Le beau est en retrait de tous ces œuvres. Même si ces artistes, par exemple, pour moi, sont des artistes qui incarnent particulièrement ce que j'appelais le danger de l'artiste. L'artiste, il est dangereusement en danger quand il crée des œuvres de ce genre. Alors le fait que certains de ces artistes puissent devenir des sortes d'entrepreneurs, une sorte d'entreprise mondiale hyper-capitaliste m'inquiète un peu. C'est un paradoxe qui montre que le danger, il est aussi là pour le grand artiste. L'intérêt peut-être de la situation, c'est qu'il est partout et donc il faut savoir tenter de trier le bon grain de livret et ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce que les outils de propagande de ces gens-là sont considérables et donc nous empêchent de voir, nous empêchent de penser. Parce que
nous entraîne vers une forme de facilité ou d'habitude. Et l'habitude, c'est précisément ce qui nous empêche de rester dans l'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois. Et essayer d'échapper à cette habitude-là, à toutes ces contraintes, et demande un effort colossal. Peut-être même un effort inhumain. Donc, C'est bien possible. En tout cas, l'art est au cœur de ces graves questions et il y est dangereusement engagé, comme le travail de l'écrivain, comme le travail du poète ou du penseur. Et le monde, souvent, le lui fait bien sentir. le monde nous Ça pourrait être pire. On a connu pire. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Je voudrais revenir un petit peu sur ces états. Ça passionnant, j'ai noté tout ça ce matin. Entre le rapport chez les grands peintres, entre l'écriture et la peinture. Et que ça passe par la nature. Alors, il y a des choses que j'ai remarquées, qui sont évidentes. C'est que chez Van Gogh, c'est évident, chez Van Gogh, vous avez toute la correspondance de Van Gogh, 3 gros volumes, fabuleux. Premièrement, c'était un écrivain portrait. J'ai un ami avec qui je fais du sport qui est hollandais, je lui dis, est-ce que tu connais, parce qu'en français, il écrit en français, une grande partie de ses lettres à Théo sont écrites en français. C'est du grand art littéraire. C'est prodigieux. C'est un grand penseur, un grand écrivain, il n'aurait pas fait ses tableaux, il resterait dans l'histoire de la pensée de ce que c'est que l'art. C'est plus une lecture de l'écrivain. Ah, je savais pas. Et il en a écrit beaucoup en français. Il écrivait un français, mais extravagamment littéraire et puissant. Et il écrit aussi ses lettres plus jeunes en hollandais, et je ne connais pas le style en hollandais. Donc j'ai un ami hollandais que je connais, avec qui je fais des sport. Je lui ai demandé est-ce que tu les connais, il m'a dit non, je ne les connais pas. Il connaissait les lettres en français, et donc je lui demanderai ce que ça vaut en hollandais. Enfin, à mon avis, la parole parle en lui de toute façon d'une manière tellement puissamment belle que même en hollandais, ça va être un grand styliste. On parle de l'écriture de Van Gogh. Et ce qui est très intéressant, c'est que Van Gogh expliquait que lorsqu'il peignait, d'une part, ce qu'il contemplait, le paysage qu'il contemplait, était pour lui, d'abord il y a des métaphores qui viennent, comme des pages d'écriture. C'est-à-dire il mettait en rapport l'écriture et la beauté de la nature. Exemple. Ça, c'était une lettre plutôt de jeunesse à Théo. Les jardins et les champs, c'est quand il était encore en Hollande, c'est avant qu'il parte à Paris et bien avant la Provence. Les jardins et les champs sont entourés de haies de ronces, comme chez nous, dit-il à son frère Théo, dans le Brabant, de taillis et de buissons de chênes, et en Hollande, de saules et d'étés. La neige qui est tombée ces jours derniers donne à l'ensemble l'aspect d'une feuille de papier blanc couverte d'écriture, telle une page de l'Évangile. Il envisageait encore à cette époque de devenir pasteur. Donc il était plongé dans la Bible et l'Évangile, donc l'Ancien Testament. Il était habité, il le dit dans ses lettres, par les personnages de la Bible et par ses lectures de la Bible, et par la question de la beauté, du rapport à la beauté, du rapport à la nature, et il voit ça lorsqu'il contemple un paysage de mer. Ensuite, quand il parle des écrivains, il en parle comme des peintres. Delacroix, même chose. Pour lui, c'est la même chose. Ils le disent tous les grands disent la même chose. Picasso dit la même chose. On connaît bien les textes de Picasso, on peut trouver des choses. Il n'y a pas de différence entre ces mondes. Ce qui est devenu très différent aujourd'hui. Les écrivains, les philosophes, les mondes dont nous venons, Gérard et moi, ne connaissent rien à l'art. C'est rare ici. C'est très rare. Il n'y a plus tellement ils ne fréquentent pas les galeries, ils ne fréquentent pas l'art. Ce qui, pour moi, me va bien, parce que du coup, on se débarrasser de gens protégés. Mais c'était pas comme ça au 19e siècle. Au 19e, jusqu'à la moitié, on va dire jusqu'à Matisse et Picasso, les écrivains, les musiciens aussi, mais c'est encore un autre monde, et les peintres étaient d'une seule et même corporation, d'une certaine manière. Ils avaient une complicité essentielle. Alors on la lit chez Van Gogh. Autre lettre où il parle, après je vais juste lire une troisième lettre qu'il fait à sa sœur, bien plus tard, vous allez voir comment ça s'articule. Il parle de Shakespeare. Il écrit à Théo. Mon Dieu, comme cela est beau Shakespeare, qui est mystérieux comme lui? Pour l'interrogation. Sa parole et sa manière de faire équivaut bien tel pinceau frémissant de fièvre et d'émotion. Mais il faut apprendre à lire comme on doit apprendre à voir et apprendre à vivre.
Et la dernière lettre que je vais vous citer de Van Gogh, j'ai cité des choses qui vont dans le même sens, c'est-à-dire sur cette connivence essentielle entre l'écriture et la peinture chez Delacroix, et même chez Paul Klee. Je vais vous citer une très belle lettre à la fin, et là c'est extraordinaire, qu'il écrit à sa sœur, je vous donne tout à fait Van Gogh, où il lui décrit un portrait qu'il vient de faire. Donc c'est tout à la fin, donc il est en Provence, il va bientôt sombrer. Il va lui décrire d'abord un portrait de lui qu'il a fait, un portrait célèbre. Et vous allez voir comment il le décrit d'une manière qui est venue de la littérature, qui est venue du style, qui est splendide. C'est-à-dire il peint avec des mots. Et ensuite il va dire, mais maintenant je ne ressemble plus du tout à ce portrait-là. Et il va lui expliquer qu'il s'est rasé les cheveux, etc. Et il se met à se décrire tel qu'il est maintenant, mais donc pas encore peint, puisqu'il a une autre tête, puisqu'il s'est rasé la barbe, etc. Et la seconde partie de la lettre, c'est un tableau de mots. C'est du Van Gogh, c'est-à-dire c'est un très grand écrivain, et il peint en mots. Alors, je vous ai dit d'avance. Un portrait de lui qu'il a fait dans la glace. Il lui dit c'est difficile de se peindre soi-même. Un visage gris-rose et des yeux verts, des cheveux couleur de cendre, un front ridé et, autour de la bouche, raide et comme en bois, une barbe très rouge, un peu en pagaille et triste. Mais les lèvres sont pleines, tout ça avec des virgules. Un sarrau bleu de toile grossière et une palette avec du jaune citron, du vermillon, du vert véronèse, du bleu de cobalt, enfin toutes les couleurs sur la palette excepté l'orangé de la barbe, rien que des couleurs pures, point. Ça c'est une phrase. Hein. Stylistiquement, littérairement, c'est du summum. Proust aurait pu écrire ça, c'est splendide, c'est vraiment un grand styliste, écrit en français, c'est pas sa langue maternelle, c'est pas terminé. La tête est sur un fond de mur blanc. Il raconte autre chose et il dit mais maintenant je ne ressemble plus à ça. Et maintenant il va décrire sa tête non peinte. Là il décrivait son portrait, hein, vous avez compris. On pense un peu à Andreas, le fils de Gérard, quand je pense à... Parce que vous avez un peu pensé, vous semblez un peu à Van Gogh. Hein. On a dû vous le dire déjà, non? À certains portraits de Van Gogh. Il n'est pas facile de se peindre soi-même. En tout cas, c'est autre chose qu'une photographie. On cherche, et un peu plus loin, il continue, c'est la fin de la lettre. On cherche une ressemblance... non, pardon, c'est encore sur les photographes. On cherche une ressemblance plus profonde que celle du photographe. Pour l'instant, je suis tout différent, n'ayant plus les cheveux, ni la barbe, l'un et l'autre constamment coupés ras. En outre, du gris vert rose, mon visage a passé au gris orangé. Et je porte un vêtement blanc au lieu d'un bleu, et je suis toujours couvert de poussière, chargé comme un porc épique, hérissé de bâtons, chevalets, toiles et autres fourmillements. Seuls les yeux verts sont restés les mêmes, mais une autre couleur intervient dans le portrait, celle d'un chapeau de paille jaune, comme en portent chez nous les frontaliers, enfin une petite pipe très noire. Et là, on ne voit pas qu'il est en train de peindre avec des mots, d'abord c'est splendide, avec une métaphore que seul un écrivain peut trouver, c'est-à-dire il a son harnachement, il a tous ces trucs, il dit un porc épique, il dit pas je porte un fardeau, c'est lourd, etc. Immédiatement une image littéraire splendide, et visuelle d'ailleurs, voilà, ça c'est Van Gogh. Et ça, c'est des choses que j'ai lues il y a très longtemps et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les peintres et les écrivains? C'est fabuleux. On sent que c'est le même monde. Et ce texte nous parle parce que nous avons les portraits en mémoire quand on lit ça. C'est aussi parce que c'est Van Gogh, mais on ne saurait pas que c'est Van Gogh. On sent que c'est beau quand même. C'est du français, c'est pas traduit du hollandais. Il écrit directement en français, on peut le juger. Ce sont des phrases qui sont... Mais au-delà du style, je dirais, les images qu'il utilise sont extrêmement graphiques. C'est-à-dire qu'on voit, le mot appelle l'image instantanément. C'est un talent littéraire inouï. Oui. Il parle en peintre, donc il a tout de suite Et c'est Picasso, même chose. Alors, Picasso, c'est extraordinaire, il n'y a pas une invention de la démission, c'est 10 000 contours. Il n'y a pas une phrase de Picasso, de tout ce qu'on a. On a des recueils de tout ce qu'il a dit, du début à la fin de sa vie, qui soit une connerie. C'est-à-dire, c'est toujours génial. Au point que c'est des phrases de grands philosophes, de grands penseurs, quoi que ce soit. Alors, il y avait Cocteau qui disait le génie lui sort de... Il parlait pas des tableaux, hein, il parlait de ce qu'il disait, ce qu'il racontait. Il dit le génie lui sort comme de l'eau d'une pomme d'un pommeau d'arrosoir. Prenons un exemple. Et Delacroix, même chose, vous lisez le journal de Delacroix, donc il y a quand même quelque chose, c'est pas juste pour dire qu'ils sont bons, c'est pour dire que c'est pas rien. Il y a quelque chose qui en eux, selon moi, parle et qui fait qu'ils sont eux-mêmes la beauté. Et que la beauté de la parole et la beauté de leur art, d'une certaine manière, c'est la même chose.
peut-être que tous les peintres ne sont pas comme ça, mais tous les peintres ne sont peut-être pas nécessairement capables de passer dans le registre de la beauté parlée, de la parole, de la belle parole, dans l'écriture. Mais certains de ceux-là l'étaient en tout cas. Puis après, il y a des immenses peintres, on dit aussi des conneries, Degas, qui était un réactionnaire terrible. En même temps, il écrivait bien, d'ailleurs, très bon, assez bon écrivain aussi. C'était un anti-Dreyfusard, mais c'était quand même un grand esprit. Donc ça veut dire que c'est pas... Et ça demande à m'idée comment dire, ça fait réfléchir sur ce que c'est que le rapport au monde. Le rapport au monde, c'est le même. Le rapport au monde d'un grand écrivain et d'un grand peintre. Je crois qu'écrire, peindre, dessiner, ce sont des manières de nouer la structure qui nous tient au monde, qui nous ouvre en même temps au monde. Une structure est peut-être pas... Une structure, c'est un peu vulnérable. C'est à l'infini réparation du monde, de toute façon. Fini. Mais en même temps, écrire et peindre, c'est ouvrir le monde. Vous pourriez nous dire beaucoup de choses sur le rapport entre la main et la pensée. La main et le monde de la pensée. C'est des telles puissances. Parce que c'est ce qui relie ces trois pratiques-là. Par exemple, dessiner, peindre, écrire, ça passe quand même par la main. Mais c'est difficile à produire ici et maintenant. Je veux dire, ça travaille sur la main, sur le fait que la pensée, des gens très différents. Aristote, Galien, Heidegger, disent que penser, c'est quelque chose qui se fait à la main. Donc voilà, on a des Grecs à maintenant cette idée d'écrire à la machine, c'est déjà un très mauvais signe de notre attache au monde. Et que écrire à la main, comme vous le dites si bien, et comme vous le montrez si bien, et comme vous le faites. Il y a aussi la tradition calligraphique japonaise, c'est une grande tradition d'écriture. Écrire à la main, ne plus écrire à la main, digitaliser l'écriture, la laisser se dessiner dans son trait, dans son linéament, c'est déjà un adieu à un monde qui était plus soucieux de ce qui se retire et de ce qui est dans danger. Nous n'en sommes pas assez soucieux. Tout ça est en danger. Voilà, moi je vis de cette expérience, de la mise en danger de la langue, de la parole, de l'écriture, du beau, de la tendresse, de la puissance. C'est un peu une cause qui nous est commune. Est-ce qu'on prend cette absence-là comme une violence? En tout cas, moi, je le vis comme tel. En tant que galeriste, moi, je ne suis que galeriste. Mais j'ai été sensible, invité par vous à partager les manières de votre maison, de votre équipe, des gens qui travaillent avec vous, les artistes qui vous entourent, y compris mon ami Stéphane. J'ai été, vous m'avez pris à témoin de ce qui se passe dans votre maison. Et c'est l'accueil de tout ce qui est en danger. Vous êtes de la maison, vous le savez. C'est l'artiste invisible, en fait, que Gérard, celui dont on ne peut pas voir les tableaux, mais quand il parle, on va les... Je n'ai pas encore renoncé entièrement à prendre la parole et à lancer peut-être tel ou tel de mes vaisseaux. C'est Aristote qui dit l'homme pense qu'il a des mains. Oui, parce qu'il a des mains. C'est la phrase. Mais attention, il corrige quand même. Il corrige parce qu'il dit, c'est dans Aristote, l'homme pense parce qu'il a des mains, mais il le reprend. En disant, ça n'est pas tout à fait. Heidegger le reprend. C'est parce que l'homme pense qu'il a des mains. C'est l'inverse. C'est pas parce qu'il a des mains qu'il pense, c'est parce qu'il pense qu'il a des mains. Aristote, c'est cette note. Aristote dit ça, il corrige, il dit attention, on dit, il y avait déjà chez les Grecs des gens qui pensaient une sorte d'évolutionnisme, l'idée que l'animal humain, il a des mains, et parce qu'il a des mains, il va se mettre à penser. Heidegger ira un peu dans ce sens-là. Mais Aristote reprend aussitôt, il dit non,
c'est parce que l'homme pense que ses mains auraient pu rester des battoirs conformes. Et il y a une intelligence des mains. Ce qu'Aristote fait, c'est l'idée que l'âme est comme la main. L'âme est comme la main. Parce que la main est un outil d'outil. En grec, c'est le même mot pour organe et outil. C'est un organe d'organe. C'est l'organe qui peut saisir une multiplicité d'outils. Du pinceau, du crayon, jusqu'à la truelle, jusqu'à la hache, jusqu'au marteau, etc. Ainsi, et l'âme, eh bien, elle est d'une certaine façon tous les êtres de la nature qui l'environnent. Elle épouse et elle accueille tout ce qui est autour d'elle, comme la main peut accueillir tout ce qui est autour d'elle. Il y a une analogie entre la main et la pensée. Et Heidegger, quand qu'appelle-t-on pensée, reprend à son compte cette belle idée de l'accueil, de la main qui se tend, de choses qui ont tendance à être elles aussi en danger. Au début de Masse et Puissance, de Canetti, quelque chose sur la main, chez les gorilles, on met ça, et de la manière dont les doigts peuvent sentir ce tout début de Masse et Puissance, extraordinaire. Vous vous souvenez de ça, la manière dont les doigts peuvent sentir la délicatesse de la fourrure, et je crois qu'il commence avec la manière dont les grands singes se caressent les mains. C'est ça, ou alors chez l'homme. Oui, c'est la paume. Oui, et puis il y a le de la paume. La manière dont si je me souviens bien, c'est la manière dont on peut sentir la délicatesse de la fourrure, et uniquement par la délicatesse de la main et par la... La main de l'artiste, voilà, sur les œuvres. Et assez récemment, j'ai découvert qu'en hébreu, dans le mot qui a donné le nom juif, Yehuda, il y a le mot yad pour dire la main. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie, cher Gérard et cher Stéphane, de votre générosité, d'être venu vous abriter au carreau du Temple, au sein de la galerie Riquico. Merci de votre hospitalité. Merci très sincèrement à vous. Et à bientôt. Allez Damien, c'est toi qui fais une conférence. Tu vas nous faire le commentaire de ton chien. Avec la main. Parce que nous l'avons mis. Je pense qu'on le voit en permanence derrière. Ah oui, c'est bien parce qu'il sera au centre du... On en parlait, on le voyait, tu vois.